Une petite fille rentre chez elle après l'école, toute joyeuse, et annonce à sa mère qu'elle a eu 10 à son examen d'anglais. Sa mère lui sourit avec tendresse. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, mais au moment où elle allume les bougies et regarde sa mère, son visage se fige, interloqué. Sa mère lui demande: qu'est-ce qu'il y a? La petite, la gorge serrée, répond: vous n'êtes pas ma vraie mère, vous êtes juste l'âme de ma maman. En réalité, depuis son plus jeune âge, elle a toujours eu le don de voir les esprits des défunts. Sa mère, victime d'un accident, est décédée il n'y a pas longtemps. Bouleversée, la fillette ne cesse de lui demander: maman, tu es vraiment morte? Les larmes aux yeux, la mère hoche la tête. Elle aurait voulu rester et voir sa fille grandir, mais cette fois, elle doit vraiment partir. Pour ne pas l'inquiéter, la petite tente de contenir son chagrin, mais ses larmes finissent par couler malgré elle. La mère rappelle à sa fille: le soir, il fait plus froid, pense à mettre une écharpe, et à l'avenir, ne fixe plus les âmes dans les yeux. Mais la jeune fille répond: heureusement que j'ai ce don. Sinon, je n'aurais jamais pu te voir aujourd'hui. Le temps presse. La mère veut lui dire un dernier adieu, faisant de son mieux pour rester forte. La fillette lui demande de trouver un endroit paisible où aller. La mère hoche la tête, les larmes aux yeux, mais au moment où elle disparaît sous ses yeux, la petite fille ne peut plus se contenir, elle éclate en sanglots, submergée par la douleur. La pièce devient vide, il ne reste plus qu'une photo d'elle et de sa mère. Soudain, son téléphone sonne, l'appel vient de l'hôpital. Après avoir repris son calme, elle sort de chez elle, et aperçoit un messager de l'au-delà. Il est venu réclamer son âme. Il s'avéra qu'il y a 8 ans, la mère de la fillette a eu un accident. À ce moment-là, elles ont dû quitter ce monde toutes les deux, mais Kim Shine, un esprit immortel, a entendu la prière de la femme. Normalement, il ne se mêlait pas des affaires humaines, mais en découvrant qu'elle portait un enfant, il s'est laissé attendrir. Pris d'un élan de compassion, il les a sauvées. Lorsque le messager de l'au-delà est arrivé, elles avaient déjà disparu, alors que la fillette, prise de panique, ne savait plus quoi faire. Une voix a résonné à son oreille, une vieille femme est apparue et l'a tirée derrière elle. Elle a fixé le messager et l'a questionné. Son nom ne figure pas sur la liste. L'homme en noir semblait hésiter, comme s'il la redoutait. Peu après son départ, la vieille femme s'est tournée vers la fillette et lui a dit: tu dois partir au plus vite, si tu déménages, il ne pourra plus te retrouver. Quelque temps plus tard, elle a traversé une passerelle. Au moment où elle a passé à côté d'un jeune homme, elle s'est transformée en une belle femme vêtue de rouge. Quant à lui, il est redevenu un jeune. En réalité, 10 ans se sont écoulés. La fillette d'autrefois est maintenant au lycée. Ce jour-là, en sortant des cours, un fantôme féminin tente d'attirer son attention, mais Untak l'ignore complètement. Agacée, la revenante pousse alors un cri perçant et prend un visage terrifiant. Convaincue qu'Untak peut la voir, elle s'apprête à réagir, mais soudain, son teint devient livide. Figée par la peur, elle regarde droit devant elle, puis détale sans demander son reste. Intriguée, Untak ne comprend pas ce qui vient de se passer. À cet instant, un homme passe à côté d'elle. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il s'agit du gobelin légendaire, et lui non plus ne sait pas que la jeune fille qu'il vient de croiser est la mariée du gobelin qu'il cherche désespérément depuis plus de 900 ans. Il a une épée plantée en plein cœur, mais possède un corps immortel. Ce n'est pas une bénédiction, mais une punition. Ce jour-là, il a encore remporté une bataille. Tout le peuple de la capitale l'acclamait, mais en arrivant aux portes de la ville, les généraux en poste l'ont traité de traître. Aussitôt, une troupe d'archers a pointé ses flèches sur lui. Ses frères d'armes sont tombés un à un derrière lui. Ils avaient combattu pour le roi 3 jours et 3 nuits, avaient survécu à 1000 dangers, et pourtant, ils ont été trahis de cette façon. Finalement, les portes de la ville sont été ouvertes. Il a avancé, épée en main, en direction du roi, mais ce dernier lui a ordonné de s'arrêter et lui a déclaré qu'il devait mourir en tant que traître. S'il refusait, toute sa famille serait exécutée. En réalité, il est trop puissant, trop respecté, au point d'éclipser le roi. La jalousie de ce dernier, attisée par les paroles venimeuses des courtisans, a scellé son sort. Sa sœur, sachant qu'elle ne pourrait pas échapper à ce destin tragique, lui a dit avec détermination: si c'est ainsi que le destin l'a voulu, alors ne t'arrête pas. L'épée à la main, il a continué d'avancer. Derrière lui, sa sœur est tombée sous les flèches ennemies, mais lui, il ne s'est pas retourné. Il a été frappé et s'est effondré au sol. À ce moment-là, son lieutenant est accouru, d'une voix faible mais ferme. Il lui a donné son dernier ordre: tue-moi. Il refusait de mourir sous la main d'un traître. Les larmes aux yeux, le lieutenant s'est agenouillé devant lui, puis, d'un geste douloureux, il a plongé son épée dans son cœur. Le complot des courtisans s'est accompli. Après cela, ils ont ordonné que son corps soit jeté dans un endroit désert, interdit de sépulture. Son cadavre est resté là, abandonné, pendant un temps indéfini. Son épée sacrée s'est couverte de rouille, noircissant au fil des jours. Ce jour-là, ses proches sont venus lui rendre hommage. Soudain, un papillon s'est posé sur la lame. L'épée s'est alors mise à trembler violemment. Le ciel s'est embrasé de tonnerre et d'éclairs. Une voix divine a résonné à son oreille: l'âme du peuple t'a sauvé, tu seras immortel, mais en raison du lourd fardeau des vies que tu as prises sur le champ de bataille, tu devras voir mourir tous ceux que tu aimes. De plus, tu ne pourras jamais oublier la disparition de quiconque. Seule la mariée du gobelin pourra te libérer en retirant l'épée sacrée. Alors, tu trouveras enfin le repos, mais tu disparaîtras à jamais. Plus de 900 ans plus tard, une enfant est venue au monde par hasard. Derrière sa fenêtre, une foule d'esprits l'a fixée intensément. Il n'ont cessé de murmurer: cette fille, c'est la mariée du gobelin. En un clin d'œil, 18 ans ont passé. L'enfant d'autrefois est devenue une jeune femme. Ses parents sont morts très tôt, et désormais, elle vit chez sa tante. Mais la vie est loin d'être facile. Elle subit chaque jour le mépris de toute sa famille, mais elle ne sait pas encore qu'un grand tournant dans sa vie l'attend. D'ici peu, elle rencontrera l'homme immortel qui la cherche depuis plus de 900 ans. Dehors, la pluie tombe à torrent. La jeune fille baisse les yeux vers les deux parapluies posés
reposer. Chez elle, à ce moment-là, la voix de son oncle retentit, il dit, si tu prends ce parapluie, tu es morte. À peine a-t-il fini sa phrase que sa tante lui jette un bol à la tête, elle endure la douleur en silence, toute la famille feint de ne rien voir. En réalité, avant de mourir, sa mère avait laissé une assurance vie pour elle, mais l'argent a mystérieusement disparu. Sa tante, pensant que la jeune fille l'avait déjà récupéré, la traite ainsi, elle retient ses larmes et sort sous la pluie battante. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Untak, assise seule sur la plage, elle tient son gâteau d'anniversaire entre les mains, elle allume une bougie et commence à prier, faites en sorte que je trouve un travail pour ne plus avoir à demander de l'argent à ma tante, donnez-moi aussi un petit ami. Le gobelin Kim Shine entend sa prière, il n'a pas l'intention d'y prêter attention, mais au moment où Untak souffle la bougie, les fleurs qu'il tient commencent à dégager une fumée blanche. Puis, il est soudainement invoqué à cet endroit, c'est la première fois en plus de 900 ans qu'il est ainsi convoqué, ce qui le surprend encore plus, c'est qu'il a le pouvoir de voir l'avenir des autres, mais ce dont ne fonctionne pas sur Untak. Intrigué, il lui conseille de chercher un emploi dans un restaurant de poulet, affirmant qu'elle y sera rapidement promue. Ensuite, il disparaît sous ses yeux, voyant Kim Shine s'évanouir dans les airs, Untak s'écrie aussitôt, et mon petit ami alors? Le lendemain, Untak se rend dans les restaurants de poulet pour chercher du travail, mais après une journée entière de recherche, elle ne trouve rien, elle commence à penser que Kim Shine s'est moqué d'elle, mais à ce moment-là, une pile de déchets devant elle prend feu, paniquée, elle verse de l'eau dessus, puis souffle pour éteindre les flammes, Kim Shine réapparaît instantanément, pensant qu'elle cherche encore à l'embêter sans raison, il disparaît aussitôt, dans une église, Untak allume une bougie, puis la souffle à nouveau, Kim Shine se matérialise encore une fois, lorsqu'il voit qu'il s'agit d'Untak, il se retourne et s'en va immédiatement, soudain, Untak a une nouvelle idée, souffler une bougie virtuelle sur son téléphone, elle se retourne et constate que cela fonctionne tout aussi bien, voyant Kim Shine sur le point de partir encore une fois, Untak tente de l'attraper, mais cette fois, Kim Shine se retourne brusquement et la fixe, cette jeune fille n'est pas affectée par ses flammes, intrigué, Untak lui demande alors, vous êtes un gobelin, n'est-ce pas? Kim Shine lui demande alors qui elle est, Untak explique qu'elle peut voir les fantômes depuis sa naissance et que ces derniers lui répètent sans cesse qu'elle est la femme du gobelin, elle lui montre ensuite la marque sur son cou, Kim Shine lui demande de le prouver et l'interroge sur ce qu'elle voit en lui, Untak décrit un homme grand, d'environ 30 ans, mais elle omet volontairement de mentionner l'épée plantée dans sa poitrine, ne s'attendant pas à grand chose, Kim Shine tourne les talons et s'en va, il ouvre une porte menant à Séoul, puis en un clin d'œil, il se retrouve au Canada, mais l'instant d'après, Untak le rejoint, ce qui le surprend une fois de plus, déconcerté, il lui demande, tu as traversé la porte avec moi. Untak, réalisant enfin ce qui vient de se passer, s'étonne, où est-ce qu'on est, au juste, lorsqu'elle comprend qu'il se trouve au Canada, elle s'exclame soudain, puisque tu as des pouvoirs aussi incroyables, alors je vais t'épouser. Kim Shine est surpris par cette déclaration soudaine, la femme en rouge offre alors un sac d'épinards à Untak et insiste sur le fait qu'elle doit les partager avec ses proches. De retour chez elle, Untak est immédiatement accueillie par l'air agacé de sa tante qui l'oblige à préparer le dîner, elle fait alors bouillir les épinards avant de les incorporer dans des kimbap. À ce moment-là, sa cousine entre dans la cuisine, tenant dans ses mains le livre d'Untak, un souvenir qu'elle a ramené du Canada, pensant qu'Untak essaie de s'enfuir avec l'argent de l'assurance, sa tante se met à la frapper violemment. Pendant ce temps, sa cousine fouineuse s'approche du plan de travail pour couper un morceau de kimbap, mais elle finit par se blesser à la main, l'homme de la maison en prend un lui aussi et l'avale, mais il s'étrangle presque immédiatement. Face à cette situation, la tante s'arrête enfin de maltraiter Untak. Untak ne sait toujours pas que la femme en rouge est en réalité la vieille dame qui l'avait sauvée autrefois des mains du faucheur, assise seule à l'extérieur, elle mord dans son kimbap fraîchement préparé, une vague soudaine de frustration et d'amertume l'envahit. De l'autre côté, Kim Shine est allongée sur son lit, incapable de trouver le sommeil, une fille qui peut l'invoquer, qui peut le suivre à travers une porte, mais qui ne voit pas l'épée plantée en lui. Untak est-elle vraiment sa fiancée? Perdu dans ses pensées, il se rend compte qu'il pense à elle bien plus qu'il ne le voudrait, l'idée le met étrangement de bonne humeur, au point qu'il se met à bouger les jambes d'excitation. Soudain, il se redresse, décidé à aller lui parler directement pour éclaircir la situation, mais une fois en face d'Untak, au lieu de poser la question qui le tourmente, il lui reproche d'être trop naïf et de faire confiance aux inconnus bien trop facilement, il veut clairement la voir, mais il refuse de l'admettre, il en oublie même ce qu'il voulait lui demander. De retour chez lui, Kim Shine découvre que le faucheur est installé dans sa maison. En réalité, Deokwa lui a loué une chambre. Depuis son enfance, Deokwa vit avec Kim Shine, et sa famille vénère le gobelin depuis des générations. Kim Shine ordonne au faucheur de partir, mais celui-ci lui tend un contrat de location. Sans attendre, Kim Shine le réduit en cendres. Pourtant, le faucheur reste impassible et lui annonce qu'il ne s'agissait que d'une copie et qu'il emménagera dès le lendemain. Le jour suivant, ils partagent un repas dans une atmosphère étrangement joyeuse, usant de leur magie, ils ne cessent de se provoquer l'un l'autre. Peu de temps après, Untak trouve enfin un travail, folle de joie, elle allume une allumette, puis souffle dessus, puis Kim Shine apparaît, heureusement qu'il a été invoqué en plein repas, il s'empresse d'enfourner un morceau de steak dans sa bouche avant de se retourner discrètement pour partir. Pendant ce temps, chez eux, le faucheur se prépare à accomplir son rituel sacré du coucher. Soudain, Kim Shine ouvre la porte et lui demande, tu trouves que cette tenue me va bien? Après plusieurs interruptions, le faucheur finit par perdre tout espoir de dormir paisiblement, le gobelin trouve que la couverture du faucheur est trop blanche, ce dernier répond qu'il l'aime ainsi. Alors, au petit matin, quand il se réveille, Kim Shine l'observe avec un sourire moqueur, mais il ne tarde pas à être pris
pris à son propre jeu lorsque le faucheur riposte en agitant un sous-vêtement sale sous son nez. Kim Shine tape ses genoux avec les mains, prend un livre, le pose, le reprend, puis le repose. Ses jambes ne cessent de s'agiter, il attend qu'Eun-tak l'invoque. Eun-tak allume une allumette et souffle dessus, mais en se retournant, elle découvre que ce n'est pas Kim Shine qui est apparu, mais le faucheur. Ce dernier lui bloque le passage. À cet instant, Kim Shine surgit à son tour, paniqué. Eun-tak se précipite pour lui couvrir les yeux, craignant que le faucheur ne lui fasse du mal, mais elle ignore que le gobelin n'a en réalité aucune raison de craindre un faucheur. Kim Shine attrape la main d'Eun-tak et la tire derrière lui. Le faucheur lui conseille de ne pas se mêler de cette affaire, mais avant même qu'il puisse terminer sa phrase, le ciel se met à gronder, des éclairs déchirent les nuages. Kim Shine est en colère. Eun-tak, inquiète que le gobelin ne se mette en danger, tente de le tirer en arrière pour l'éloigner, mais il refuse de partir. Au lieu de cela, il lâche une menace à peine voilée, il ne laissera personne emmener sa fiancée. À ce moment-là, le faucheur réalise qu'Eun-tak est en fait la fiancée du gobelin que Kim Shine cherche. Depuis si longtemps, il comprend alors qu'il ne peut pas lui faire de mal. Changeant aussitôt de sujet, il explique qu'il voulait seulement tester leur réaction. Une fois le faucheur parti, Kim Shine annonce à Eun-tak qu'il va bientôt quitter cet endroit et lui demande de ne plus le convoquer, puisqu'elle n'a pas pu voir l'épée plantée dans sa poitrine. Il en déduit qu'elle n'est pas sa véritable fiancée. Après cette séparation tendue, Eun-tak part interroger un groupe de fantômes. En discutant avec eux, elle apprend finalement que la personne qui l'avait sauvée, elle et sa mère, n'était autre que Kim Shine. De son côté, Kim Shine est assis, perdu dans ses pensées. Soudain, un brouillard se lève autour de lui. Pensant qu'Eun-tak l'a convoqué, il se lève avec enthousiasme, mais réalise immédiatement qu'il ne s'agit que de la fumée de Deok-hwa. Peu de temps après, les créanciers se rendent chez la tante d'Eun-tak pour se protéger. Celle-ci révèle qu'Eun-tak a des économies de côté. À la sortie des cours, les créanciers forcent Eun-tak à monter dans leur voiture et disparaissent devant l'école. La nuit tombée, après avoir fouillé son sac, ils ne trouvent rien. À ce moment-là, le chauffeur allume un briquet. Eun-tak se précipite immédiatement pour souffler la flamme et convoquer le gobelin. Mais un homme l'attrape violemment. Terrifiée, elle tente d'expliquer que cet argent n'est pas sur elle. Perdant patience, l'un des hommes s'apprête à lui donner une leçon, mais soudain, le sceau sur son cou commence à briller. Pendant ce temps, Kim Shine et le faucheur s'affrontent dans la maison. Brusquement, des assiettes tombent au sol et le regard de Kim Shine se fige. L'homme soulève Eun-tak par le col. De plus en plus irritée, elle se débat de toutes ses forces et hurle à l'aide. Soudain, la voiture s'arrête et les lampadaires s'éteignent à un. Une explosion retentit, plongeant toute la rue dans l'obscurité totale. Eun-tak lève lentement les yeux et aperçoit au loin deux silhouettes qui apparaissent silencieusement. Elle s'avance peu à peu. Ce ne sont autres que le gobelin et le faucheur. Les yeux d'Eun-tak s'emplissent instantanément de larmes. Kim Shine, le regard rouge de colère, s'approche rapidement. À cet instant, les phares de la voiture explosent. Pris de panique, l'homme ordonne au chauffeur d'appuyer sur l'accélérateur, mais une lumière bleue fuse à une vitesse fulgurante, coupant la voiture en deux. Kim Shine ramasse l'écharpe d'Eun-tak, ouvre la portière et l'aide à sortir. Il lui remet l'écharpe autour du cou, puis se dirige calmement vers les deux hommes terrifiés. Cette route disparaîtra des cartes pendant 2 jours. Ils souffriront sans relâche jusqu'à ce que la police les retrouve enfin. Ensuite, le faucheur efface tous leurs souvenirs. Le lendemain, Deok-hwa apporte les dossiers de toute la famille de la tante d'Eun-tak à Kim Shine. Toucher à la fiancée du gobelin a forcément un prix. La femme ouvre un tiroir et y découvre soudain 2 lingots d'or, transportés de joie. Elle ignore encore que ce n'est en réalité qu'une punition. À peine les lingots en main, toute la famille commence à se les disputer. Les 3 restent fixés sur leur posée sur la table, malgré leurs paupières lourdes de fatigue. Aucun ne veut céder au sommeil. Tout à coup, l'homme reprend ses esprits et réalise que les lingots ont disparu. Pris de panique, il se précipite à leur poursuite. Pendant ce temps, Kim Shine, confortablement installé dans un restaurant, les observe avec amusement. Un spectacle fascinant est sur le point de commencer. De son côté, en rentrant chez elle, Eun-tak découvre que sa tante et toute sa famille ont quitté leur logement, l'abandonnant sans un mot. Eun-tak, perdu dans ses pensées, est assise au bord de la route, fixant une branche de sarrasin desséchée entre ses doigts. À cet instant, elle n'a vraiment plus nulle part où aller. Elle se rend alors au restaurant où elle travaille et y passe la nuit, mais dès le lendemain, elle est surprise par la patronne, Sunny. Heureusement, cette dernière est bienveillante et décontractée. Non seulement elle ne lui fait aucun reproche, mais elle lui avance même une partie de son salaire, tandis qu'Eun-tak fait griller du calmar. Son esprit s'égare, rempli d'images de Kim Shine la sauvant. Quand elle revient à elle, il est déjà trop tard. Le calmar est complètement brûlé. Dans la panique, elle souffle dessus pour éteindre les flammes, mais ainsi, impossible de le manger. À la bibliothèque, une fumée blanche commence soudain à s'élever du corps de Kim Shine. Il referme son livre, un sourire naissant au coin des lèvres et le visage illuminé de joie. Eun-tak se retourne, et comme prévu, le gobelin est bien là. Invoqué une fois de plus, Eun-tak demande enfin à Kim Shine ce qu'il veut qu'elle voie exactement. Ce dernier lui pose alors une question directe. Voit-elle quelque chose sur sa poitrine? Eun-tak répond qu'elle voit bien quelque chose, mais refuse de préciser quoi. Après avoir réussi à soutirer cette information à Kim Shine, Eun-tak tourne les talons et s'éloigne. Pris de panique, Kim Shine se précipite pour la rattraper et l'invite à dîner. Au restaurant, chaque morceau de viande que Kim Shine fait griller disparaît aussitôt dans la bouche d'Eun-tak. Espérant obtenir une réponse plus claire, il tente une nouvelle fois de lui demander ce qu'elle perçoit exactement, mais elle n'apprécie pas du tout son ton interrogatoire. Plus tard, dans un café, Eun-tak commande un grand verre d'eau. Soudain, une voix familière retentit. C'est le faucheur. Cette fois, il n'a aucune mauvaise intention, il veut juste boire un verre avec eux, mais Kim Shine refuse catégoriquement
catégoriquement de payer pour lui, ne pouvant pas boire avec eux. Le faucheur échange quelques mots avant de s'éclipser. Eun-tak, intrigué, fait remarquer qu'il est vraiment très beau. À ces mots, Kim Shine, pris d'une soudaine jalousie, lui demande prudemment ce qu'elle pense de lui, sans filtre. Eun-tak répond qu'il a juste l'air un peu vieux. Vexé, Kim Shine lui arrache son verre d'eau et refuse de le lui rendre. Pendant ce temps, la tante d'Eun-tak et sa famille se rendent dans une bijouterie pour vendre les lingots d'or, mais en les examinant, le propriétaire du magasin sent que quelque chose ne va pas. Prétextant aller chercher un appareil, il appelle en réalité la police. Très vite, la famille est emmenée au poste. Ces lingots ne sont pas ordinaires, une personne lambda ne pourrait jamais en posséder. Désemparée, la tante prétend qu'ils appartiennent à sa nièce. Le policier lui demande alors son nom, mais étrangement, aucun d'eux n'arrive à s'en souvenir. Les forces de l'ordre, persuadées qu'il ment, finissent par les placer en détention. Dans un supermarché, Kim Shine annonce au faucheur qu'il s'apprête à partir et lui demande de jurer qu'il ne fera aucun mal à Eun-tak après son départ. Bien qu'ils passent leur temps à se chamailler, le regard du faucheur trahit une certaine tristesse à l'idée de voir l'esprit du feu disparaître. Après un dernier échange de piques avec lui, Kim Shine décide d'aller dire adieu à Eun-tak. À ce moment-là, la jeune fille est assise au bord de la mer, perdue dans ses pensées et submergée par la nostalgie de sa mère. Kim Shine veut la réconforter, mais les mots qui lui échappent sont simplement « il faut laisser les choses suivre leur cours ». Eun-tak lui tend alors un cadeau, une feuille d'érable rouge ramenée du Canada. En la recevant, Kim Shine tend la main et lui ébouriffe doucement les cheveux. Le geste est un peu maladroit, mais pour Eun-tak, c'est sans doute le plus beau des cadeaux. En entendant Kim Shine dire qu'il allait partir, les yeux d'Eun-tak s'embrument soudainement, mais elle s'efforce de contenir ses émotions. La pluie tombe sans relâche sur son parapluie, reflétant l'état d'esprit du gobelin à cet instant. Alors qu'il s'apprête à partir, la sonnette retentit brusquement. C'est Eun-tak. Elle est venue jusqu'ici pour lui poser une question essentielle. Si je peux voir quelque chose sur ton corps, alors tu resteras, n'est-ce pas? Kim Shine lui répond qu'elle ne peut rien voir, mais Eun-tak affirme le contraire. Elle désigne alors l'épée plantée dans sa poitrine. À cet instant, Kim Shine n'en croit pas ses yeux. Eun-tak est bel et bien sa fiancée. Un mélange d'émotions l'envahit, la joie d'être enfin libéré de sa malédiction, mais aussi l'envie soudaine de prolonger son existence. Il ne le sait pas encore, mais la véritable raison pour laquelle il souhaite vivre un peu plus longtemps, c'est qu'il est déjà tombé amoureux d'Eun-tak. Sur la passerelle, la jeune femme demande au faucheur s'il veut acheter une barrette. Il répond qu'il n'est pas intéressé. Elle sort alors un miroir et, sous les reflets du soleil, le faucheur ferme les yeux. Lorsqu'il les rouvre, toutes les couleurs ont disparu, sauf une bague, qui brille toujours intensément. Il tend la main pour la saisir, mais quelqu'un d'autre l'attrape avant lui. En voyant le visage de cette personne, il ne sait pas pourquoi, mais ses larmes commencent à couler. Sans s'arrêter, la femme se présente. Elle s'appelle Sunny. Pourtant, sans réfléchir, il murmure un autre nom, Kim Sun. Au moment même où ils font connaissance, une vieille femme apparaît soudainement dans le miroir. Pendant ce temps, Kim Shine contemple une peinture entre ses mains et se remémore un passé vieux de plus de 900 ans. Il n'a pas réussi à protéger sa sœur, Kim Sun, sans s'en rendre compte. Ses larmes remplissent déjà ses yeux. De retour chez lui, le faucheur fixe le numéro de téléphone que Sunny lui a laissé et tombe dans une profonde réflexion. Qui est cette femme? Pourquoi ressent-il cela? Décidément, cette fois, ils sont deux à avoir des problèmes de cœur. Le lendemain, une émission de télévision explique que l'achat compulsif et la confiance excessive peuvent être des signes d'autisme et provoquer de l'anxiété. Dans les jours qui suivent, le faucheur retourne tous les jours sur la passerelle pour l'attendre, mais Sunny ne réapparaît pas. Deokwa lui demande alors à quoi elle ressemble. Il répond qu'en marchant dans la rue, chaque femme qu'il croise lui rappelle Sunny. Dans ses yeux, tout le monde est devenu Sunny, comme si le destin les liait à nouveau. Ils finissent par se revoir sur la passerelle. Sunny le regarde et lui demande « Pourquoi n'as-tu pas appelé ?» Le faucheur lui répond que, dorénavant, il l'appellera. Ils se rendent dans un café. Le faucheur baisse la tête et boit son café, jetant des regards nerveux autour de lui. Sunny tape doucement sur la table et lui rappelle qu'il est assis comme ça depuis une heure. Puis, elle prend l'initiative de briser le silence. Voyant son air sérieux, elle soupire et lui demande « Tu as oublié mon nom, n'est-ce pas ?» Elle lui retourne alors la question « Et toi, comment tu t'appelles ?» Le faucheur reste figé. Son nom, est-ce qu'il en a seulement un? Finalement, deux hommes solitaires se retrouvent à discuter ensemble. Le faucheur confie « Elle m'a demandé mon nom. Je suis déjà mort, alors qu'est-ce que j'étais censé répondre ?» Kim Shine, lui, fixe le vide, plongé dans ses pensées. Dans sa tête, il ne voit que le sourire d'Eun-tak. Il se remémore ce moment, pas si lointain, où elle l'a une nouvelle fois invoqué. Ce soir-là, il a bu sans modération, et sans s'en rendre compte, il était ivre. Eun-tak lui avait alors demandé « Pendant plus de 900 ans, qu'as-tu fait ?» Kim Shine lui avait répondu simplement « Je t'ai attendu ». Eun-tak lui demande quelle épouse elle est pour lui. Kim Shine répond alors « Tu es la première, et la dernière ». À cet instant, Eun-tak ne sait pas encore qu'une fois l'épée retirée de la poitrine de Kim Shine, il disparaîtra en poussière. Elle lui pose une autre question « Et si je ne veux pas être ton épouse ?» Kim Shine réfléchit un moment avant de répondre « Dans ce cas, l'épée restera en place. Ce n'est qu'en la retirant que je pourrai enfin être heureux ». Eun-tak prend ses paroles au pied de la lettre sans se douter que, derrière ces mots, Kim Shine cache une douleur et une impuissance infinie. Peu après, il l'emmène à nouveau au Canada et l'invite à déguster son plat préféré, un steak de bœuf. Sur le chemin du retour, ils se promènent ensemble, discutent de tout et de rien, et s'amusent à éclabousser l'eau de la fontaine. Le soleil brille magnifiquement. Assis sur un banc, Kim Shine observe au loin cette jeune fille qui semble rayonner de lumière. Un léger sourire apparaît sur son visage. La jeune fille commence à courir vers lui. Une feuille d'érable rouge tombe sur son livre, et à cet instant précis, après exactement une heure, Kim Shine
réalise que son cœur vient de lui être volé. Eun-tak marche dans la rue lorsqu'un bruit strident résonne à ses oreilles, un fantôme apparaît. Soudainement devant elle, c'est une femme qui s'excuse rapidement avant de lui faire une demande. Elle veut qu'Eun-tak se rende chez elle pour remplir son réfrigérateur. Bien qu'elle ne comprenne pas complètement les intentions du fantôme, Eun-tak accepte tout de même. En ouvrant le réfrigérateur, elle le trouve complètement vide. Alors, elle y dépose quelques snacks de son sac, puis elle range la chambre en pliant les couvertures et en empilant les livres éparpillés. En un instant, le chaos laisse place à un espace ordonné et apaisant. Pendant ce temps, la mère de la défunte, épuisée après avoir organisé les funérailles de sa fille, se traîne jusqu'à l'ancien logement de celle-ci. La mère tremble en effleurant l'oreiller sur lequel sa fille dormait autrefois, mais il n'y a plus la moindre trace de sa chaleur. Elle passe sa main sur les livres de sa fille, se disant qu'elle a sûrement étudié avec acharnement. En ouvrant le réfrigérateur et en découvrant qu'il est rempli de nourriture, les larmes qu'elle retenait finissent par couler. De son vivant, elle n'a pas pu prendre soin de sa fille comme il le fallait. Heureusement, celle-ci avait su veiller sur elle-même. De l'autre côté, après avoir réalisé qu'il est Eun-tak, Kim Shine prend une décision, protéger son sourire, même si cela signifie s'éloigner d'elle. Il sait qu'il doit vite retirer son épée et lui permettre de retrouver une vie normale. Il va donc à sa rencontre et lui annonce qu'il veut la ramener chez elle. Eun-tak le regarde droit dans les yeux et lui demande s'il l'aime. Gobelin répond qu'il le fera, si nécessaire. Dehors, la pluie tombe à verse. Les yeux d'Eun-tak s'emplissent de larmes. Cette réponse lui donne l'impression d'être un simple outil. Arrivé devant la maison, Eun-tak propose d'aider le faucheur à sortir les poubelles. Surpris, il ne comprend pas pourquoi elle est si gentille avec lui. Kim Shine lui annonce alors qu'à partir de maintenant, Eun-tak vivra ici. Le faucheur, encore sous le choc, se souvient soudainement de la décision de Kim Shine de partir. Il esquisse un sourire en coin et lance son sac poubelle. Au loin, comme son arrivée est trop soudaine, Kim Shine n'a pas d'autre choix que de laisser Eun-tak dormir dans sa chambre, tandis qu'il ira loger avec le faucheur. Bien sûr, ce dernier refuse catégoriquement, mais face à l'épaisseur de la peau de Kim Shine, il finit par céder à contre-cœur. Le lendemain matin, après avoir fini son petit déjeuner, Eun-tak s'apprête à faire la vaisselle, mais en se retournant, elle tombe sur la scène des deux hommes en pleine bagarre. Après les avoir séparés, elle leur laisse son numéro de téléphone avant de partir pour l'université. Regardant la suite de chiffres affichés sur la porte, les deux immortels, qui n'ont même pas de téléphone, ressentent soudain une tristesse venue tout droit de l'âge de pierre. Ressentant une certaine moquerie, ils demandent immédiatement à Deok-hwa d'acheter des téléphones. Voyant à quel point le faucheur est excité, Kim Shine, sûr de lui, affirme que seul le faucheur devra apprendre à utiliser un téléphone. Mais, quelques instants plus tard, il réalise qu'il ne sait pas non plus comment s'en servir. Très vite, ils finissent par maîtriser l'appareil. Kim Shine passe un appel vidéo au faucheur et sort le numéro que Sonny lui a laissé. Comme un vieil homme, le faucheur, avec ses doigts maladroits, tape difficilement les chiffres sur l'écran. Après de nombreux efforts, il parvient enfin à enregistrer le numéro. Un soir, lorsque Eun-tak rentre à la maison, Kim Shine fait semblant de ne pas la voir et ne lui adresse même pas un simple salut. Agacé, Eun-tak se tourne vers le faucheur et commence à le complimenter à voix haute, exagérant ses louanges. Voyant leur conversation devenir de plus en plus animée, Kim Shine, assis derrière eux, ne tient plus en place. Il décide alors de mobiliser toute sa culture générale pour attirer l'attention. Après une présentation sérieuse, Kim Shine se rend compte qu'il est complètement ignoré. Eun-tak et le faucheur poursuivent leur conversation sans lui prêter attention. Finalement, Kim Shine explose de frustration et reproche à Eun-tak de ne pas s'intéresser à lui. Furieuse, elle lui rétorque que c'est plutôt lui qui est insensible. À ces mots, tous deux restent figés sur place. Conscient du malaise qui vient de s'installer, Kim Shine, pris de panique, commence à gesticuler maladroitement. Puis, dans un éclat de rire, ils se mettent à se taquiner avant de s'enfuir en courant. Une fois la porte refermée, Eun-tak ne peut cacher sa joie débordante. Kim Shine, essoufflé, laisse échapper un sourire radieux, mais dans leur euphorie, ils oublient complètement le faucheur. Celui-ci fixe le numéro que Sonny lui a laissé, son esprit entièrement absorbé par elle. Cependant, il n'ose pas l'appeler et reste ainsi, plongé dans ses pensées, jusqu'au soir. C'est alors que Deok-hwa et Kim Shine le rejoignent. Profitant d'un moment d'inattention du faucheur, Kim Shine décide de lui donner un petit coup de pouce. Quand Sonny décroche, Kim Shine met le téléphone à l'oreille du faucheur, qui, pris de panique, le fait voler. Pendant un instant, la bougie cesse de brûler et l'horloge s'arrête. Le faucheur reprend le téléphone et commence à s'entraîner, ce qui fait éclater de rire Kim Shine. Lorsque la sonnerie retentit à nouveau, il se précipite pour se cacher dans sa chambre. C'est Sonny qui l'appelle. Il se donne un autre rendez-vous, mais pendant le dîner, Deok-hwa prend le dessus sur toute la conversation. Agacé, le faucheur utilise alors sa magie pour effacer leurs souvenirs et les chasser. Après s'être débarrassé d'eux, il offre une bague à Sonny et leur échange devient très agréable. Le lendemain matin, Kim Shine revoit Eun-tak et se rappelle soudain ce qu'il lui a dit la veille. Pour alléger l'atmosphère, il l'emmène à nouveau au restaurant au Canada, mais dès qu'il franchit la porte, il reste figé sur place. Un serveur s'approche de lui, et soudain, Kim Shine aperçoit Eun-tak, âgée de 29 ans. À travers cet employé, elle est toujours aussi radieuse, mais cette fois, il n'est plus à ses côtés. Il prend alors conscience que son immortalité touche à sa fin et que, même après son départ, la vie d'Eun-tak restera intacte. Cette révélation ne fait que renforcer sa détermination. Pour protéger son sourire, il doit mettre un terme à sa propre existence. Kim Shine observe silencieusement Eun-tak, une larme coulant sur sa joue. De retour du restaurant, il demande à Eun-tak de retirer immédiatement l'épée, mais elle refuse. En réalité, elle a mené sa propre enquête sur son passé. Ce qui est étrange, c'est qu'aucune
aucune trace de son histoire ne subsiste, comme si quelqu'un avait délibérément effacé toutes les preuves. N'ayant pas encore découvert toute la vérité, Eun-tak décide de ne pas retirer l'épée tout de suite. Pendant ce temps, Kim Shine repense à toutes les personnes mortes à cause de lui, et soudain, les larmes lui échappent. Il se qualifie de coupable, mais Eun-tak en pleure elle aussi, essuie doucement ses larmes, sans savoir exactement qui il est. Elle lui dit néanmoins avec tendresse: tu es l'homme que j'aime. Peu de temps après, Kim Shine vient chercher Eun-tak à la sortie des cours. Elle lui demande pourquoi il a sauvé sa mère ce jour-là. Lorsqu'elle apprend que celle-ci avait prié les dieux pour qu'on la sauve, Eun-tak s'arrête net. Kim Shine se retourne et voit ses yeux rougis par l'émotion. Il tend la main pour lui caresser la tête en guise de réconfort, mais Eun-tak proteste doucement, disant qu'il n'a pas besoin d'appuyer aussi fort. Sous la lumière du soleil, tout semble d'une beauté éclatante. De retour à la maison, Eun-tak dit soudain à Kim Shine: je veux que tu sois encore plus beau. Pris de panique, Kim Shine sursaute et s'empresse de répondre à un appel pour s'éclipser. En réalité, ce n'est pas qu'il refuse de retirer l'épée, mais face à Eun-tak, il ne peut tout simplement pas s'y résoudre. Mais aujourd'hui, il a enfin pris sa décision. Il retrouve Eun-tak et lui dit de retirer l'épée. En ouvrant la porte, il l'emmène dans le champ de sarrasin en fleurs. Cet endroit où tout a commencé sera aussi celui où tout prendra fin. Sous une tempête de neige, Eun-tak ignore encore que retirer l'épée signifie perdre Kim Shine à jamais. Elle tend lentement les deux mains, et l'épée sacrée apparaît d'elle-même. Kim Shine ferme les yeux, prêt à être enfin libéré, mais l'instant d'après, un imprévu se produit. Eun-tak ne parvient pas à saisir l'épée. Elle se souvient soudain du prince maudit dans un conte de fées. Non loin de là, un groupe de lycéens joue au baseball. Soudain, un bruit sec retentit, et la balle fonce droit sur Eun-tak. Heureusement, un garçon surgit juste à temps pour l'intercepter. Eun-tak se retourne et reconnaît immédiatement son premier béguin d'enfance. Tae, en la voyant, lui tapote doucement le front. Cette scène, Kim Shine l'aperçoit par hasard. Pris d'une jalousie soudaine, il fait gronder le ciel, des nuages noirs s'amoncellent, et le tonnerre éclate violemment. Sans perdre de temps, Kim Shine part à la rencontre de Tae. À peine l'aperçoit-il que Tae le reconnaît immédiatement. En réalité, lorsqu'il était enfant, il rêvait de jouer au baseball, mais sa mère l'avait forcé à apprendre le piano. Kim Shine fait un pari avec Tae, mais il perd. Contraint d'honorer son engagement, il accepte donc d'aider Tae à récupérer son piano, afin qu'il puisse enfin devenir joueur de baseball. Pendant ce temps, Eun-tak ouvre le journal intime de Kim Shine et découvre qu'il a eu un premier amour. Mais ce qu'elle ignore, c'est que la personne mentionnée dans ces pages, c'est elle. Tandis qu'elle bouillonne de jalousie, Tae l'appelle soudainement. Kim Shine les observe discuter joyeusement en bas et tente désespérément de se rassurer. Finalement, il s'éclipse dans un coin isolé pour laisser éclater sa frustration. Lorsqu'il rentre chez lui, il constate que Eun-tak n'est toujours pas là. Incapable de rester en place, il finit par lui téléphoner, mais Eun-tak, visiblement occupé, raccroche rapidement. Déterminé à la retrouver, Kim Shine se met à la recherche des esprits que Eun-tak connaît. C'est grâce à eux qu'il parvient enfin à la localiser. Lorsqu'il la voit sur scène, en train de chanter, un sourire radieux éclaire son visage. En réalité, après avoir été incapable de saisir l'épée la dernière fois, Eun-tak commence à croire qu'elle n'est peut-être pas la fiancée du gobelin. Craignant que Kim Shine ne la rejette, elle décide de gagner un peu plus d'argent avant de partir, mais ce qu'elle ignore, c'est que, peu importe qu'elle soit ou non la fiancée du gobelin, Kim Shine l'aime déjà profondément. Alors qu'ils discutent joyeusement, une douleur insoutenable traverse soudainement le corps de Kim Shine. L'épée réapparaît devant eux. Déconcertée, Eun-tak tend la main vers l'armée. Cette fois, elle parvient enfin à la saisir. D'un geste hésitant, elle commence à tirer, et l'épée se met doucement en mouvement. Dévorée par la souffrance, Kim Shine repousse instinctivement Eun-tak d'un coup, la projetant au loin, mais à peine l'a-t-il fait qu'il utilise immédiatement sa magie pour la rattraper. Sous le choc, Eun-tak perd connaissance presque instantanément. Peu de temps après, elle se réveille, mais la première chose qu'elle dit, d'une voix inquiète, c'est « Tu vas bien ?» Kim Shine regarde la jeune femme en face de lui, sans réaliser à quel point elle l'aime déjà. Bien qu'affaiblie, Eun-tak est rayonnante de joie. Désormais, elle sait avec certitude qu'elle est bien la fiancée du gobelin, mais pour Kim Shine, cette vérité représente un choix déchirant. Ce jour-là, il accompagne Eun-tak à son entretien d'entrée à l'université. Après l'avoir vu monter dans le bus, ils se font signe d'au revoir. Quelques minutes plus tard, un homme à moto perd le contrôle et chute violemment, déclenchant un terrible accident en chaîne. Le bus d'Eun-tak est impliqué. À bord, un passager, accablé après avoir échoué à son entretien, lâche d'un ton désinvolte: si seulement j'avais un accident, et l'instant d'après, son vœu s'exauce. L'atmosphère dans le bus devient glaciale, imprégnée d'un silence de mort. Seuls les pleurs d'un enfant résonnent encore faiblement dans le chaos. Le gobelin anticipe cet accident. Il sait que tout commencera à cause d'un simple voleur. Eun-tak lui fait un dernier signe d'au revoir, et le bus démarre lentement. Le temps lui est compté. Il tente d'arrêter le voleur en utilisant un portail magique, mais il arrive une seconde trop tard. Sans autre choix, il se précipite vers les lieux de l'accident avant qu'il ne se produise. Là, il achète toutes les poupées d'un vieil homme et lui dit de rentrer chez lui immédiatement, empêchant ainsi le voleur de trébucher sur ses affaires et de provoquer l'accident en chaîne. Quelques instants plus tard, le voleur approche. D'un simple mouvement de pied, Kim Shine le fait tomber en plein milieu de la route. Pris de panique, l'homme sort un couteau pour menacer le gobelin, mais en un éclair, Kim Shine lui brise le poignet. À ce moment précis, le bus d'Eun-tak passe à côté d'eux. Sur le bord de la route, un groupe de faucheurs était prêt à accomplir leur tâche, mais cette fois, l'inévitable n'a pas eu lieu. Au moment où les faucheurs tentent de comprendre ce qui s'est passé, l'un d'eux, le faucheur, aperçoit Eun-tak. Immédiatement, il devine que tout cela est l'œuvre du gobelin. Le bus s'éloigne, et de l'autre côté de la rue,
vue, la silhouette de Kim Shine apparaît brièvement avant de disparaître. Peu de temps après, Deok-hwa revient pour rendre un tableau à Kim Shine. Par curiosité, le faucheur jette un coup d'œil à la peinture, mais à l'instant où ses yeux se posent sur le visage du sujet représenté, une douleur déchirante lui transperce le cœur, des larmes coulent sur son visage. Incontrôlable, semblable à celle qu'il n'avait pu retenir en rencontrant Sunny pour la première fois. Lorsqu'il rend le tableau, Deok-hwa raconte cet étrange phénomène à Kim Shine. Troublé, Kim Shine s'interroge. Pourquoi le faucheur ressent-il une telle douleur en voyant le portrait de sa sœur? Sans perdre de temps, il se précipite pour le confronter, mais le faucheur, désemparé, avoue qu'il n'a aucun souvenir de cette femme. Rien, si ce n'est une émotion inexplicable et un vide impossible à combler. Après cet événement, le faucheur fixe un nouveau rendez-vous avec Sunny. Au fil des jours, à force d'apprendre à le connaître, Sunny commence à lui porter de plus en plus d'affection. Ce soir-là, elle lui confie « Mon vrai nom est Kim Sun », mais le faucheur ne le sait pas encore. Il y a plus de 900 ans, la sœur de Kim Shine portait ce même nom. Curieuse, Sunny lui demande « Et toi, quel est ton vrai nom ?» Il tente de se souvenir, en vain. Au même moment, Kim Shine, les yeux embués de larmes, voit clairement deux caractères apparaître devant lui, Wang Yeo. Soudain, une douleur fulgurante transperce la poitrine du faucheur, il réagit instinctivement, et efface tous les souvenirs de cette nuit dans l'esprit de Sunny. Peu après, Kim Shine se retrouve enfermé dans une bibliothèque, c'est alors qu'une femme vêtue de rouge s'avance vers lui, il comprend enfin, elle est une divinité, d'une voix calme. Elle lui annonce, tu dois retirer cette épée au plus vite, si tu ne meurs pas, alors Eun-tak mourra, car sa seule raison d'exister, c'est de t'ôter la vie, si elle ne retire pas l'épée, alors elle n'aura plus aucune raison d'exister. Le regard du gobelin s'assombrit en entendant ces mots, l'enlèvement d'Eun-tak, l'accident de bus que tu as empêché. Ce n'était que des avertissements, et ce n'est que le début, les prochaines fois seront plus fréquentes, et bien plus terribles. Au même moment, Eun-tak se rend chez le faucheur, elle veut comprendre la vérité, cette épée étrange, celle sur la poitrine de Kim Shine. Que se passera-t-il si je la retire? Le faucheur hésite, il ne veut pas voir Kim Shine disparaître, mais il ne peut plus lui cacher la vérité, alors, il dit, s'il perd cette épée, il s'évaporera à jamais. Sur une patinoire, une jeune femme travaille sous la neige, soudain, un amas de neige glisse du toit, les planches de snowboard se renversent brutalement, entraînant avec elle une étagère entière, elle n'a pas le temps de réagir, la structure s'écrase contre elle, son corps s'effondre sur la glace, elle perd connaissance, le faucheur remet à Kim Shine une liste des personnes décédées, sur laquelle figure le nom d'Eun-tak. Dans une heure, elle mourra de froid. Kim Shine cherche partout où elle pourrait être, mais il ne la trouve pas. En réalité, après avoir appris la vérité ou que s'il retirait l'épée, il mourrait, Eun-tak, bouleversé, a fait ses valises et a quitté la maison. Kim Shine sait qu'elle travaille à la patinoire, il y est allé plusieurs fois pour la ramener, mais elle a toujours refusé. Inquiet, il marche sur la glace, repensant aux paroles de la divinité, cela se produira de plus en plus souvent et de manière plus grave qu'avant. Il comprend alors que cet accident n'est pas une simple coïncidence, la température continue de chuter, et Eun-tak, allongée sur le sol, tremble sans cesse. Dans un état de semi-conscience, elle se remémore les moments passés avec Kim Shine, ils se sont rencontrés au bord de la mer, se sont connus au Canada, ont retiré l'épée dans un champ de sarrasin en fleurs, et elle se rappelle aussi des mots que Kim Shine lui a dit la veille, dans son dernier souffle, elle murmure son nom. Soudain, les lumières s'éteignent comme pour lui montrer le chemin, et Kim Shine ressent la présence d'Eun-tak, une flamme bleue soulève la porte en fer, il enlève son manteau pour la couvrir et la serre contre lui, puis, sans perdre une seconde, il l'emmène à l'hôpital. Peu de temps après, Eun-tak reprend connaissance, le médecin lui demande si elle a besoin de quelque chose, elle répond qu'il lui faut une allumette ou un briquet. Dans la télécabine, elle souffle sur l'allumette, mais Kim Shine ne réapparaît pas, elle regarde autour d'elle, mais il n'y a personne, elle pense alors qu'il ne viendra plus, les larmes lui montent aux yeux, mais soudain, elle éclate de rire. De plus, elle aperçoit une silhouette familière à l'arrêt de bus. Finalement, la télécabine s'arrête, et Eun-tak reproche à Kim Shine, je pensais que tu étais parti, que tu ne viendrais plus. Kim Shine répond, je t'attends ici depuis longtemps. Alors qu'il marche sur la neige, une brise souffle, et Kim Shine l'enlace par derrière, il fait froid, mais le soleil brille chaleureusement. Cette fois, même si la divinité s'y oppose, il veut tout faire pour se battre encore une fois. Ce jour-là, Kim Shine accompagne Eun-tak à son travail, le faucheur les suit jusqu'au magasin de Sunny, mais très vite, ils se disputent, comme d'habitude. Lorsqu'ils s'arrêtent enfin, le faucheur dit soudain, Mademoiselle Kim Sun, apportez-moi 2 bières, s'il vous plaît. Sunny, interloqué, demande, comment savez-vous que je m'appelle Kim Sun? Kim Shine est également surpris, car dans sa vie passée, sa sœur s'appelait aussi Kim Sun. Sunny entraîne alors le faucheur dehors et lui demande comment il connaît son nom. À cet instant, il réalise qu'après qu'elle lui ait révélé son nom ce jour-là, il a immédiatement effacé sa mémoire. Ainsi, dans les souvenirs actuels de Sunny, personne ne devrait encore connaître son identité. Le faucheur tente de trouver une excuse pour s'éclipser, mais Sunny lui attrape la main. À ce moment-là, une vision du passé lui apparaît, il voit Sunny telle qu'elle était dans sa vie antérieure, identique au portrait de la sœur de Kim Shine. De plus, ils portent tous les deux la même bague. De retour chez lui, il n'arrive pas à comprendre. La première fois qu'il a vu Sunny, il n'a pas pu retenir ses larmes. En voyant le portrait de la sœur de Kim Shine, il a ressenti la même émotion. Si Sunny est bien la réincarnation de Kim Sun, alors, qui était-il dans sa vie passée? Pour découvrir la vérité, le faucheur donne rendez-vous à Sunny et lui demande de lui rendre la bague. Le dernier 30 du mois de l'année, ils se retrouvent, le faucheur lui demande s'il peut lui tenir la main une dernière fois afin de revoir sa vie passée, mais Sunny, à la place, lui
pose des questions sur son identité, voyant qu'il refuse toujours de répondre, elle perd patience, finalement, elle décide de rompre et de ne plus jamais le revoir. Peu après, le faucheur parle de Sunny avec Kim Shine. Après un moment d'hésitation, il lui avoue ce qu'il a vu. Dans sa vie passée, Sunny avait exactement le même visage que la sœur de Kim Shine sur le portrait. En entendant cela, Kim Shine devient sérieux. Le faucheur poursuit, la femme qu'il a vue porter une robe blanche, elle semblait noble et digne, mais elle a été frappée par une flèche et s'est effondrée. La paupière de Kim Shine tressaute. Il demande alors au faucheur, que as-tu vu d'autre? Le faucheur raconte qu'elle était assise dans un palanquin, qu'elle passait la tête par la fenêtre pour parler à quelqu'un, et qu'une voix lui répondait. Kim Shine reste immobile. La sœur qu'il a cherchée pendant plus de 900 ans, était en réalité juste à côté de lui tout ce temps. Il se rend alors devant la boutique de Sunny, les yeux rougis. En s'approchant, il la serre dans ses bras et l'appelle sans cesse par le nom de sa sœur. Sunny, déconcertée, ne comprend rien, elle pense même qu'il a perdu la tête. Le faucheur lui explique qu'autrefois, Kim Shine était son frère, mais pour elle, ce n'est qu'une absurdité. Elle est une femme ordinaire, sans souvenir de sa vie passée, et elle ne croit pas à la réincarnation. Résultat, non seulement il n'a pas réussi à reconnaître un proche, mais il s'est aussi fait mettre à la porte. Le lendemain, il lui apporte tout ce que sa sœur aimait dans sa vie précédente, espérant raviver un souvenir, mais rien de tout cela ne correspond au goût de Sunny. Kim Shine montre à Sunny le portrait de Kim Sun et lui raconte l'histoire de sa sœur. Il y a plus de 900 ans, Kim Shine menait bataille sur le champ de guerre, invincible, enchaînant victoire après victoire. Sa renommée grandissait parmi le peuple, au point qu'il était plus respecté encore que le roi lui-même. Le souverain précédent était mort prématurément, laissant le trône à un jeune roi élevé sous l'influence du ministre Juméon. Ce dernier nourrissait une grande ambition, contrôler le roi et s'emparer du pouvoir, mais la présence de Kim Shine représentait un obstacle majeur à son ascension. Alors, Juméon a attisé la jalousie et la colère du roi à l'égard du général, jusqu'à ce que celui-ci en vienne à vouloir sa mort. Un jour, le roi a convoqué la reine, Kim Sun, et lui a posé un ultimatum. Voulait-elle rester à ses côtés en tant que reine, ou mourir aux côtés de son frère? Bien que Kim Sun fût reine, elle aimait profondément son frère, Kim Shine. Finalement, elle a choisi de mourir à ses côtés. En entendant cette histoire, Sunny ressent simplement une légère douleur à la poitrine, mais une fois rentrée à sa boutique, son visage devient pâle. Elle dit à Eun-tak que lorsqu'elle a écouté l'histoire de la sœur de Kim Shine, une douleur soudaine a traversé sa poitrine. Peu après, le faucheur vient lui rendre la bague. Soudain, une voix résonne dans son esprit. Surpris, il laisse tomber la bague au sol. Alors qu'il s'apprête à la ramasser, il aperçoit Sunny qui s'approche. Instinctivement, il remet son chapeau et se cache sur le côté. Sunny prend son téléphone et tourne les talons. Le faucheur, soulagé, relâche enfin son souffle, mais il la voit soudain revenir sur ses pas. Elle s'arrête juste devant lui, semblant évaluer la taille de quelqu'un, puis, d'un geste rapide, elle fait voler son chapeau. Le faucheur reçoit une liste des morts. Dans 2 semaines, Eun-tak mourra en faisant une chute. Il en informe immédiatement Kim Shine. Ce dernier se remémore alors les paroles de la divinité. Il peut peut-être empêcher la mort une fois, mais ensuite, une deuxième, une troisième fois. Pourra-t-il réellement protéger Eun-tak toute sa vie? Après une longue réflexion, il décide finalement de lui dire la vérité. Les yeux d'Eun-tak s'embuent de larmes. Ainsi, tous ces incidents passés n'étaient pas de simples accidents. Elle en veut à la cruauté du dieu, mais malgré tout, elle affirme qu'elle continuera à vivre et restera aux côtés de Kim Shine. Ce jour-là, un esprit féminin vient voir Eun-tak. Elle a été poussée du haut d'un immeuble par son mari et en est morte. Eun-tak décide de l'aider à transmettre son dernier message. Elle retrouve l'homme en question, et tous deux montent sur le toit. Mais au cours de la conversation, Eun-tak laisse échapper des détails sur les violences que l'homme a infligées à sa femme. Immédiatement, son attitude change. Au même moment, la date de décès d'Eun-tak sur la liste du faucheur se modifie pour devenir celle d'aujourd'hui. L'homme regarde autour de lui, réalisant qu'ils sont seuls. Il commence à s'approcher dangereusement d'Eun-tak. À l'instant crucial, elle souffle sur son briquet. Le corps de l'homme est soudain pris d'un spasme avant de dégringoler dans l'escalier. Kim Shine est arrivé juste à temps. L'homme est rapidement emmené au poste de police, mais une menace bien plus grande s'apprête à frapper. Ce jour-là, alors qu'Eun-tak est en train de nettoyer le sol, elle tourne la tête et se fiche sur place. Un démon vêtu d'habits d'époque s'avance vers elle. Il n'est autre que Juméon, le ministre perfide qui, plus de 900 ans auparavant, a causé la mort de Kim Shine. Bien qu'Eun-tak ait déjà entendu Kim Shine mentionner Juméon, elle ne sait pas que l'homme qui se tient devant elle n'est autre que lui. Elle ne prête donc pas plus d'attention à cette rencontre. Peu de temps après, lors d'une discussion avec Eun-tak, Kim Shine remarque que Deok-hwa en sait bien plus qu'il ne devrait sur les démons et les faucheurs. Pourtant, il n'a jamais partagé ses secrets avec qui que ce soit. Intrigués, ils finissent par retrouver Deok-hwa dans un bar, fidèle à lui-même. Il est toujours aussi élégant, affichant un calme absolu. Face aux événements, alors qu'il pose simplement son verre sur la table, Kim Shine est soudain retenu à l'extérieur, incapable d'entrer. Deok-hwa lui dit qu'il est temps de dire adieu à Eun-tak, puis, sous leurs yeux, il se transforme en un papillon et s'envole. À cet instant, Deok-hwa s'effondre brusquement. Kim Shine comprend alors, celui qu'ils ont vu n'était pas Deok-hwa, mais la divinité lui-même. D'un autre côté, Juméon revient voir Eun-tak, il lui révèle son nom et lui annonce une vérité bouleversante. Le faucheur n'est autre que la réincarnation de Hwang Yeo, le roi de Goryeo qui a causé la mort de Kim Shine. Sous le choc, Eun-tak peine à y croire. Le faucheur, qui lui semblait parfois si attendrissant, aurait en réalité été un monarque froid et impitoyable. Le lendemain, rongé par l'ennui et l'incertitude, le faucheur rend visite à Eun-tak. Grâce aux souvenirs de Kim Shine et de Kim Sun, il a déjà deviné l'évidence.
existence, s'il n'est pas Junéon, alors il est forcément Hwang Yeo, mais qu'il soit l'un ou l'autre, une chose reste certaine, il est l'ennemi de Kim Shine, et son amour pour Sunny semble voué à l'impossible. Eun-tak reste silencieuse, plongée dans ses pensées. Peu après, les faucheurs retrouvent Sunny. Cette fois, il est prêt à enfreindre les règles de sa propre existence, il s'apprête à l'embrasser. Un baiser interdit, destiné à réveiller les souvenirs de son ancienne vie, un baiser pour enfin lever le voile sur sa véritable identité. Le faucheur pose ses lèvres sur celles de Sunny. En un instant, les souvenirs refoulés déferlent en elle comme une vague incontrôlable, le sourire de Kim Sun, la tendresse de son frère, la colère du roi. Et ce roi, c'était lui, le même visage, le même regard. Le faucheur d'aujourd'hui n'était autre que Hwang Yeo d'hier. Les larmes inondent les yeux de Sunny, son esprit se vide, submergé par le choc d'une voix tremblante. Le faucheur lui demande, dans tes souvenirs, est-ce que j'étais là? Ses propres yeux s'emplissent de tristesse, il n'y a plus de doute, il était bel et bien le roi. Il plonge son regard dans celui de Sunny et lui murmure doucement, regarde-moi. Elle lève lentement la tête, sans un mot, il efface ses souvenirs douloureux, ne lui laissant que les instants les plus doux. Oublie-moi. Une larme roule sur sa joue, d'un geste délicat, il effleure son visage, puis s'éloigne dans le silence, le cœur serré. Sunny porte la main à sa poitrine, finalement, elle éclate en sanglots. Le lendemain, Kim Shine vient lui rendre visite. À sa grande surprise, Sunny lui annonce qu'elle se souvient de tout, les yeux emplis de regret, elle s'incline légèrement et murmure, je suis désolée, Oppa, j'aurais dû te reconnaître plus tôt. Kim Shine serre Sunny dans ses bras, sa petite sœur est enfin de retour, il annonce la bonne nouvelle à Eun-tak qui lui demande comment Sunny a retrouvé la mémoire. C'est alors que Kim Shine réalise qu'il a oublié de poser la question. Eun-tak ne sourit plus, elle lui confie qu'elle a croisé l'âme de Junéon, le démon est là, tout proche. Soudain, une main serre sa gorge, il est venu le chercher. Kim Shine abat son épée, mais elle ne l'atteint pas. Junéon lui murmure, le faucheur n'est autre que Hwang Yeo. Kim Shine reste figé, il se souvient des larmes du faucheur en voyant le portrait de Kim Sun, et de son regard troublé devant les souvenirs de Sunny. Il connaît désormais la vérité. Sans attendre, il part retrouver le faucheur, il monte les escaliers, pas à pas, comme il y a 1000 ans. Lorsqu'il est avancé vers le roi qui a tout détruit, ses pas sont à la fois lourds et déterminés, il saisit fermement le cou du faucheur avant de déclarer, le général Kim Shine se présente devant sa majesté. Voici une audience qui a été retardée de plus de 900 ans. Les yeux du faucheur s'emplissent de larmes, il sait qu'il est Hwang Yeo, ce roi coupable de crimes impardonnables, mais il ne peut s'empêcher de demander, c'est bien moi, n'est-ce pas? Je suis vraiment Hwang Yeo, n'est-ce pas? Le regard de Kim Shine déborde de colère, mais il finit par lâcher son étreint, car malgré tout, il demeure le loyal général Kim Shine d'autrefois. Après avoir découvert la véritable identité du faucheur, Kim Shine et Eun-tak s'installent chez Deok-hwa. Cela semble être une décision anodine, mais en réalité, c'est une façon de veiller sur lui, car le faucheur n'a nulle part où aller. Outre Kim Shine, la réincarnation de Sunny en Kim Sun était-elle aussi une cible de Junéon dans sa vie passée? Elle s'est opposée à plusieurs reprises aux propositions de Junéon devant le roi, il ne tarde donc pas à prendre Sunny pour cible. Heureusement, le faucheur intervient à temps pour l'arrêter, mais même lui ne peut pas blesser Junéon. Le faucheur confie à Eun-tak qu'il a effacé tous les souvenirs de Sunny le concernant et lui demande de lui rendre sa bague. Eun-tak va donc retrouver Sunny, mais contre toute attente, celle-ci lui raconte des choses sur le faucheur. En réalité, elle n'a jamais perdu la mémoire. Le tintement des carillons retentit, le dieu des enfers vient à la rencontre du faucheur. Celui-ci a révélé la liste des morts à Sunny pour lui permettre de se souvenir de sa vie passée. Abus de pouvoir, la sentence tombe, il devra se souvenir de toutes ses vies antérieures. En un instant, une douleur fulgurante transperce sa tête, les souvenirs de son passé ressurgissent, implacables. Il s'est avéré qu'en grandissant, Hwang Yeo avait fini par découvrir les ambitions perfides de Junéon. Il avait été accablé de chagrin en apprenant la mort de Kim Shine et de Kim Sun. Rongé par la culpabilité, il avait dessiné un portrait de Kim Sun, contemplé chaque jour les vêtements qu'elle portait de son vivant, et lavé son visage de ses propres larmes. Finalement, il avait bu le poison que Junéon lui avait tendu. Lorsque ses souvenirs lui reviennent, le faucheur s'effondre, tenant son torse en sanglots, mais il est trop tard, rien ne peut être réparé. Ce jour-là, Eun-tak discute avec Sunny lorsque soudain, une silhouette familière apparaît, Junéon. Il fonce droit sur Sunny, mais Eun-tak se précipite pour la protéger. À cet instant, son seau s'illumine brusquement, repoussant Junéon en arrière. Eun-tak, elle, s'effondre, inconsciente. Lorsque Eun-tak reprend connaissance, elle appelle immédiatement Kim Shine. En le voyant, elle se précipite dans ses bras. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. Le seau sur son cou semble avoir disparu. Eun-tak lui raconte tout ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, le faucheur reçoit une nouvelle liste de décès. Le nom d'Eun-tak y figure, avec une date de mort prévue dans une semaine. Bien que sa relation avec Kim Shine ait beaucoup évolué, le faucheur ne perd pas une seconde et va immédiatement l'informer. Puis, il pose une question à Kim Shine. Ce jour-là, tu savais pertinemment qu'en avançant, tu allais mourir. Pourquoi l'as-tu fait? Kim Shine répond sans hésitation. Je voulais seulement recevoir l'ordre d'exécuter Park Junéon. Il s'avère que l'ancien empereur lui avait confié cette épée dans le seul but de tuer Junéon. Kim Shine se détourne et s'apprête à partir, mais soudain, il s'arrête, portant une main à sa poitrine, comme si un souvenir venait de le traverser. Kim Shine comprend alors que seule l'épée plantée dans sa poitrine peut tuer Junéon. Peu après, le faucheur découvre que Sunny se souvient encore de lui. En réalité, ce jour-là, il avait tenté de ne lui laisser en mémoire que les souvenirs heureux et de lui faire oublier son existence. Mais pour Sunny, les moments passés à ses côtés étaient
été les plus beaux de sa vie. Ce paradoxe a rendu son hypnose inefficace. Sunny rend alors la bague au faucheur et lui dit officiellement adieu. Pendant ce temps, Kim Shine vient soudainement trouver Eun-tak. Il lui annonce qu'il veut voyager avec elle. Ensemble, ils passent des jours précieux et heureux. Un jour, Kim Shine lui tend un objet, le tout premier contrat qu'ils avaient conclu, celui qui avait été signé lorsque Eun-tak avait retiré l'épée de sa poitrine. Le jour de la première neige, Kim Shine doit répondre à Eun-tak, mais elle ne sait pas encore qu'il s'agit de ses derniers mots d'adieu. Il l'emmène sur le toit, prêt à attirer Joo-neon pour le faire apparaître. Eun-tak ouvre son livre, quand soudain, une rafale de vent souffle violemment, un démon surgit devant elle, mais sans le sceau, Eun-tak ne peut plus voir les esprits. Joo-neon s'approche lentement, avant de refermer ses doigts autour de sa gorge. Elle ne se débat pas. Au moment crucial, elle souffle sur son briquet, une lumière bleutée jaillit, projetant Joo-neon en arrière. Kim Shine est arrivé à temps. Soudain, Eun-tak saisit l'épée et tente de la planter en elle-même, mais Kim Shine réagit juste à temps et retire la lame avant qu'il ne soit trop tard. Eun-tak a compris le plan machiavélique de Joo-neon. Il voulait prendre possession de son corps et se servir de ses mains pour retirer l'épée plantée dans la poitrine de Kim Shine. Ainsi, il pourrait enfin le tuer. Elle veut l'arrêter, mais c'est déjà trop tard. Joo-neon a déjà pris possession d'elle. Sous son emprise, Eun-tak s'avance lentement vers Kim Shine, levant progressivement la main. Alors qu'elle s'apprête à exercer toute sa force, une voix familière résonne soudainement. Le faucheur est là. D'un geste, il invoque son pouvoir et expulse Joo-neon du corps d'Eun-tak. Elle s'effondre, inconsciente, mais pour Kim Shine, l'affrontement n'est pas terminé. Il serre la main d'Eun-tak, puis, avec une lente détermination, retire l'épée de sa poitrine. À peine l'arme libérée, il se retourne d'un mouvement fulgurant et fond sur Joo-neon, prêt à l'anéantir. L'épée s'abat, et Joo-neon se dissout en poussière. Tout redevient paisible, mais Kim Shine sait que son destin est scellé. Il est prêt à accueillir la mort. Les larmes du faucheur coulent silencieusement. Kim Shine le regarde avant de murmurer, finalement, je meurs sur un champ de bataille. L'épée sacrée disparaît. Eun-tak se précipite vers lui et l'enlace de toutes ses forces, comme si elle pouvait empêcher l'inévitable. Le monde autour d'elle s'effondre, elle sanglote, incapable de parler. Kim Shine effleure son visage et lui souffle doucement, te rencontrer a été la plus belle récompense de ma vie. Eun-tak, en pleurs, lui avoue son amour. Kim Shine, les yeux embués, esquisse un sourire, moi aussi, je t'aime, puis il ferme les yeux, son corps se transforme en une myriade d'étoiles qui s'éparpillent peu à peu dans le vent. Un éclair déchire le ciel, tous ceux qui se souviennent de Kim Shine restent figés, frappés par le vide qu'il laisse derrière lui. Tous les souvenirs liés à Kim Shine s'effacent rapidement, y compris les pages du journal d'Eun-tak, mais soudain, elle comprend, dans un élan désespéré. Elle attrape son carnet et écrit fébrilement le nom de Kim Shine avant que sa mémoire ne soit entièrement effacée. Elle serre le journal contre elle et éclate en sanglots. La ville est immense, mais Kim Shine n'existe plus. Un papillon s'élève doucement dans l'air. La punition de Kim Shine touche à sa fin. Il est condamné à errer dans le néant jusqu'à ce que tous ses souvenirs s'effacent. Il ne restera alors plus que la lumière et le vide. 9 ans passent en un instant. Eun-tak a accompli son rêve. Elle est devenue scénariste. Ce jour-là, la pluie tombe violemment. Allongée sur son lit, une douleur familière l'envahit soudainement. Elle ne sait pas pourquoi, mais chaque fois qu'il pleut, son cœur semble se déchirer. Sans comprendre, elle se met à pleurer, envahie par une tristesse inexplicable. En voyant les pages brûlées de son journal, Eun-tak ne comprend pas pourquoi une telle douleur l'envahit. Elle touche le pendentif qu'elle porte autour du cou, mais malgré tous ses efforts, elle est incapable de se souvenir d'où il vient, ni quand elle a commencé à le porter. Dans l'immensité du néant, Kim Shine marche sans fin, sans savoir où il va. Il tombe, encore et encore, mais se relève à chaque fois. Dans sa main, il serre toujours un morceau de papier, leur promesse. Le jour de la première neige, il doit donner sa réponse à Eun-tak. Soudain, une bourrasque emporte la précieuse feuille. Kim Shine se redresse d'un bond et se met à courir, prêt à tout pour la rattraper. Au même instant, dans le monde des vivants, la première neige de l'année commence à tomber. Eun-tak, assise devant un gâteau d'anniversaire, regarde fixement devant elle, l'air perdu dans ses pensées. Eun-tak se demande ce qu'elle a bien pu oublier pour ressentir une douleur aussi profonde. Sans s'en rendre compte, ses yeux s'emplissent de larmes. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle craque une allumette pour allumer ses bougies. Personne n'est là pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. La dernière fois qu'on l'a fêté avec elle, c'était l'âme de sa mère. Mais, n'y avait-il pas quelqu'un d'autre? Quelqu'un qu'elle cherche inconsciemment depuis 9 ans. Quelqu'un dont l'absence la fait souffrir au point de pleurer chaque jour. Mais quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à se souvenir. Ses yeux s'embuent, son cœur crie silencieusement à l'aide. Dans le néant, Kim Shine semble entendre son appel. Eun-tak, toujours assise devant son gâteau, le prend doucement entre ses mains, et soudain, une silhouette apparaît devant elle. Elle tourne lentement la tête, son souffle se coupe. Ce n'est personne d'autre que Kim Shine. Il est revenu, 9 ans d'attente, et enfin, il se retrouve. Eun-tak fixe longuement l'homme devant elle. Mais soudain, elle détourne le regard. Oui, elle l'a oublié. Les larmes de Kim Shine coulent sans qu'il puisse les retenir. Il se souvient de la douleur, du désespoir d'Eun-tak lorsqu'ils ont été séparés. Il ne peut plus contenir son émotion. Alors, il avance et la serre dans ses bras. Qui pourrait comprendre combien de jours et de nuits il a attendu cet instant? Eun-tak reste immobile. Un étrange pincement lui transperce le cœur. Sans raison, ses larmes commencent à couler, incontrôlables. Elle ne comprend pas. Pourquoi pleure-t-elle devant cet inconnu? Pourquoi cette douleur familière? Mais non, cet homme lui est totalement étranger. Alors, d'une voix hésitante, elle s'excuse et s'éloigne, le laissant derrière elle. Kim Shine, brisé, par retrouver Deok-hwa, mais lui aussi l'a oublié. Il cherche Sunny. Leurs regards se croisent un court instant, mais en un battement de cils, Kim Shine disparaît. Kim Shine rend visite au faucheur. Leurs regards se croisent. Le faucheur l'observe un instant avant de
demander, seriez-vous ce gobelin dont tout le monde parle? Kim Shine comprend immédiatement, lui aussi, il a oublié, un léger sourire amer passe sur son visage, il se retourne, prêt à partir, mais alors, la voix du faucheur résonne à nouveau, finalement, vous n'avez pas disparu. Kim Shine s'arrête net, alors, il se souvient. Après sa disparition, les dieux ont hésité, même eux ont été émus, ils ont trouvé cette histoire trop cruelle, un amour aussi intense, aurait-il dû sombrer dans l'oubli? Non, ils ont fermé une porte, mais ils en ont entrouvert une autre. Le faucheur fixe Kim Shine un moment, puis laisse échapper un sourire sincère, c'est bien que tu sois de retour. Kim Shine le regarde, et dans ses yeux brille une lueur de paix, enfin, il a pardonné, le faucheur sourit, Kim Shine aussi, ils sont à nouveau réunis, le lendemain, au travail, Eun-tak fait une erreur, c'est clairement l'hiver, mais dans son manuscrit, elle écrit que la température descend à 22 degrés, son supérieur la réprimande, elle s'excuse. Immédiatement, mais avant même d'avoir terminé sa phrase, un employé entre et annonce que la température extérieure est effectivement de 22 degrés, surprise, Eun-tak sort vérifier, le soleil brille chaleureusement, les cerisiers sont en fleurs. Et sous l'un d'eux, Kim Shine se tient là, les yeux posés sur elle, oui, c'est bien lui qui a fait ce miracle pour elle. Plus tard, dans un café, Eun-tak allume une bougie, aussitôt, Kim Shine apparaît, convoqué malgré lui, les larmes montent aux yeux d'Eun-tak, elle demande pourquoi il s'assoit en face d'elle, Kim Shine répond qu'il a été appelé, à cet instant, Eun-tak ignore encore que c'est elle-même qui l'a invoqué, elle lui demande alors s'il était bien devant son entreprise un peu plus tôt. Kim Shine la regarde et murmure, c'est par nostalgie que je suis venu voir quelqu'un. Très vite, Kim Shine retourne voir Deok-hwa et lui révèle sa véritable identité, même si Deok-hwa a oublié qui il est, il ne peut pas ignorer le testament de toute sa lignée familiale, ainsi, une fois de plus, Kim Shine reprend son rôle de plus haut responsable de l'entreprise. Pendant ce temps, Eun-tak se dispute avec un client, ce qui lui vaut une nouvelle réprimande de son supérieur. À la bibliothèque, elle croise Kim Shine, ils marchent ensemble dans la rue, discutant l'un avec l'autre. Curieuse, Eun-tak lui demande quel est son métier. Kim Shine désigne un immeuble imposant au loin et répond qu'il est la personne en charge de cet endroit. Bien sûr, Eun-tak ne le croit pas. Pour prouver ses dires, Kim Shine récupère sans effort un dossier qu'elle tient en main. Très vite, Eun-tak parvient à signer un contrat et obtient avec succès un financement de l'entreprise. Eun-tak demande le nom de Kim Shine, et son secrétaire lui répond qu'il s'appelle Ju Shine-G. Elle ignore totalement qu'il s'agit en réalité d'un pseudonyme de Kim Shine. Peu de temps après, Eun-tak reçoit une lettre en provenance du Canada. C'est une lettre qu'elle avait écrite avec Kim Shine avant de perdre la mémoire, adressée à sa mère. Dans cette lettre, elle mentionne un homme qui semble lui être très proche. Eun-tak comprend alors que cela pourrait être lié au souvenir qu'elle a oublié. Déterminée à en savoir plus, elle pose un congé et prend un avion directement pour le Canada. Elle se rend à l'hôtel où séjourne Kim Shine. La réceptionniste lui explique que la lettre aurait dû être envoyée il y a 10 ans, mais qu'elle était restée coincée dans une boîte aux lettres et n'a été découverte que récemment. Tandis qu'Eun-tak marche dans la rue, une femme l'interpelle soudainement. Eun-tak demande à la femme si elle la connaît. Celle-ci lui répond qu'elle ne la connaît pas, mais qu'elle a fabriqué le collier qu'elle porte. Elle ajoute qu'un homme lui avait commandé ce bijou il y a 10 ans. Surprise par cette révélation, Eun-tak comprend qu'elle est réellement venue ici autrefois. Au même moment, Kim Shine s'apprête à partir à sa recherche, mais à peine ouvre-t-il la porte qu'il aperçoit Eun-tak devant lui. Eun-tak pense d'abord qu'il l'a suivi, mais après plusieurs explications, Kim Shine parvient à la convaincre du contraire. Voyant qu'Eun-tak s'apprête à se diriger vers une tombe au loin, Kim Shine l'arrête immédiatement. Ils se promènent ensuite ensemble sur un petit sentier. Kim Shine lui parle alors de son premier amour. Eun-tak lui demande s'il est certain de l'avoir aimé profondément. Kim Shine lui répond, je voulais lui tenir la main et la serrer dans mes bras. Eun-tak ressent une légère jalousie, mais elle ne sait pas que le premier amour dont parle Kim Shine n'est autre qu'elle-même. De retour à l'hôtel, elle repense aux paroles de cette femme et au nom de Kim Shine mentionné dans le journal intime. S'agit-il de la même personne? Incapable de trouver une réponse, elle regarde par la fenêtre et aperçoit Kim Shine assis en bas. Serait-il cet homme? Curieuse, Eun-tak descend et lui demande directement s'ils se sont déjà rencontrés auparavant. Kim Shine, surpris, la regarde avant de se lever et de répondre, est-ce que tu es amoureuse de moi? Sans vraiment nier, Eun-tak laisse entendre que oui. Amusé, Kim Shine éclate de rire et l'emmène dans un restaurant de bœuf grillé, celui qu'elle adorait il y a 10 ans. Après avoir terminé son appel avec Sunny, Eun-tak se retourne et invite Kim Shine à s'asseoir et à manger avec elle. Le décor lui semble étrangement familier. En réalité, 10 ans plus tôt, Kim Shine avait déjà entrevu cet instant dans l'avenir. L'homme qui partage un repas avec Eun-tak, c'est lui-même. Son visage rayonne de joie. Eun-tak lui demande alors s'il est déjà venu ici avec son premier amour. Kim Shine hoche la tête. En voyant Eun-tak légèrement jalouse, il lui demande s'ils se verront demain. Elle répond qu'elle rentre dans son pays. Il sourit et réplique, alors on se verra là-bas, gênée mais heureuse. Eun-tak cache son visage derrière le menu. De retour à l'hôtel, elle feuillette un magazine et tombe soudain sur une photo d'une tombe. Immédiatement, elle se souvient que, la dernière fois, Kim Shine avait tenté de l'empêcher de s'en approcher. Sans hésiter, elle s'y rend et découvre que la photo gravée sur la pierre tombale n'est autre que celle de Kim Shine. À cet instant, Kim Shine apparaît, bouleversée, elle le fixe et lui demande, alors, tu es un fantôme, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu peux me suivre partout? Furieuse, Eun-tak le confronte, est-ce qu'on est déjà venu ici, il y a 10 ans? Kim Shine répond que non, puis s'éloigne sans un mot de plus. Le vent souffle, faisant tomber les feuilles. Eun-tak tend la main et attrape une feuille d'érable. Elle la fixe en silence, perdue dans ses pensées. Soudain, les souvenirs affluent comme une vague déferlante. Des images d'elle et Kim Shine, des instants heureux, ressurgissent devant ses yeux. Son cœur
cœur se serre, elle ne peut plus contenir ses émotions, en larmes, elle se met à courir de toutes ses forces, son esprit entièrement tourné vers Kim Shine, elle ressemble à une enfant égarée cherchant désespérément sa mère. Finalement, alors qu'elle passe devant une boutique, elle souffle sur une bougie posée à l'entrée et, en sanglots, appelle le nom de Kim Shine. À peine a-t-elle fini que Kim Shine apparaît et l'attire doucement contre lui, puis, tendrement, il dépose un baiser sur ses lèvres. Eun-tak cesse de pleurer. Dans la rue déserte, il n'y a personne d'autre qu'eux, seul leur cœur brûle d'intensité. Ailleurs, Sunny consulte les enregistrements des caméras de sécurité. Sur l'écran apparaît un homme qu'elle reconnaît immédiatement, le faucheur. Elle se souvient que, la première fois qu'elle l'a croisé, il l'avait regardé avec des larmes aux yeux. Ce jour-là, le faucheur est assis, pensif, dans un café. Soudain, Sunny entre. En la voyant s'approcher, ses yeux s'emplissent doucement de larmes. Elle prend place en face de lui et lui demande s'il la connaît, mais il répond que c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Sunny insiste alors, « Pourquoi as-tu pleuré la dernière fois en passant à côté de moi ?» Le faucheur lui répond qu'elle ressemble à une vieille amie à lui. Sunny le fixe un instant avant de lui poser une autre question, « Quel est ton nom ?» Cette fois, il n'a plus besoin d'éviter la vérité, il la regarde et murmure, « Wang Yo ». Après un moment, Sunny se lève et quitte le café, mais à peine a-t-elle franchi la porte que des larmes silencieuses coulent sur son visage. Finalement, elle comprend, comme le faucheur, elle n'a jamais perdu la mémoire. Le soir où Kim Shine a disparu, elle a aperçu un petit garçon assis sous la pluie. Prise de compassion, elle l'a emmené à son restaurant sans savoir qu'il était déjà possédé. À l'origine, le dieu devait effacer ses souvenirs, mais Sunny s'y est opposé fermement. Elle l'a réprimandé, l'accusant d'être injuste. « Ma vie, c'est à moi de la gérer, je n'ai pas besoin que Dieu intervienne. » Grâce à cette détermination, elle a conservé tous ses souvenirs. Plus tard, alors qu'elle était au restaurant, elle a aperçu son frère, mais en se retournant, il n'était déjà plus là. Ses larmes ont coulé avant même qu'elle ne s'en rende compte, et ce jour-là, en croisant le faucheur, elle l'a vu pleurer. Elle avait affiché un air étonné, comme si elle ne comprenait pas pourquoi, mais à peine avait-elle tourné le dos que, comme lui, elle n'a pu retenir ses larmes. Peu de temps après, Eun-tak rentre dans son pays, alors qu'ils marchent ensemble dans la rue. Kim Shine s'arrête soudainement et la regarde avec sérieux. Il lui dit qu'il veut plus que tout l'épouser. Les fleurs de cerisier tombent en tourbillon autour d'eux. Eun-tak reste figé, submergé par l'émotion. Des larmes de joie coulent sur ses joues, et elle hoche la tête en répondant, « J'accepte. » De retour chez lui, le faucheur apprend qu'Eun-tak a retrouvé la mémoire. Il lui adresse un sourire sincère, heureux pour elle et Kim Shine, mais dès qu'il rentre dans sa chambre, son expression change, laissant place à une inquiétude profonde. Il le sait, à 29 ans, la mort viendra chercher Eun-tak, et même si ce n'est pas lui, un autre faucheur viendra prendre son âme. Un jour, il reçoit une liste de défunts. Cette fois, ce sont des enfants, âgés de seulement 7 ou 8 ans. À ce moment-là, Eun-tak passe devant lui et lui fait un signe de la main avant de monter dans sa voiture et de s'éloigner, mais à peine a-t-elle disparu que la liste dans la main du faucheur s'efface. Le destin de ses enfants vient de changer. Le faucheur sursaute, il repense à Eun-tak qui vient de passer devant lui, ses yeux s'emplissent de larmes, et il serre la liste disparue entre ses doigts. Il comprend, le destin d'Eun-tak arrive à son terme. Pendant ce temps, à la maison, Kim Shine prépare une surprise pour sa fiancée. Il a acheté des fleurs et sorti une bouteille de vin, tout impatient de célébrer leur amour. Au téléphone, il lui rappelle de conduire prudemment, sans se douter de ce qui va arriver, mais soudain, un camion en haut de la pente commence à reculer, il prend de la vitesse, fonçant droit sur un groupe d'enfants sans défense. Eun-tak comprend immédiatement le danger. Si elle ne fait rien, ses enfants n'auront aucune chance. Sans hésiter, sans même prendre le temps de réfléchir, elle braque son volant et place sa voiture sur la trajectoire du camion. La peur la traverse, bien sûr, mais après tout, elle est un ange, n'est-ce pas? Dans ces derniers instants, elle rassemble ses dernières forces, son esprit se remplit de l'image de Kim Shine, de son sourire, de ses yeux pleins d'amour, d'une voix tremblante, elle murmure ces derniers mots. Depuis les hauteurs, le faucheur assiste à son sacrifice. Pour la première fois, il pleure la mort d'une âme. Eun-tak, elle, reste silencieuse sur le bord de la route, observant les enfants qui, grâce à elle, sont sains et saufs. Un doux sourire éclaire son visage. Avant de partir, elle se tourne vers le faucheur et lui demande, « C'était ma combien de vie ?» Il lui répond que c'était sa toute première. À ces mots, un sourire sincère illumine son visage. Soudain, le bruit d'une porte qui s'ouvre résonne. Kim Shine est là, il avance lentement vers elle, leurs regards se croisent, plein d'amour et de douleur, son cœur se brise à la vue d'Eun-tak, il ne peut pas la laisser partir, il l'attire contre lui et l'enlace. Eun-tak pleure silencieusement dans ses bras, tandis que le grand et puissant gobelin Kim Shine, lui, sanglote comme un enfant. D'une voix tremblante, elle murmure, « Attends-moi dans ma prochaine vie, cette fois-là, nous serons heureux, je te le promets. » Le faucheur apporte le bol de soupe de l'oubli, mais Eun-tak secoue la tête et dit qu'elle ne le boira pas. Les yeux du faucheur s'emplissent de larmes, et il acquiesce silencieusement. Elle caresse doucement le visage de Kim Shine et lui murmure, « Je reviendrai vite, attends-moi. » D'un geste déterminé, elle ouvre la lourde porte de fer glacial, avant de disparaître. Elle se retourne une dernière fois et lui adresse un dernier adieu. Lorsque la porte se referme, Kim Shine ne peut plus se contenir, il tombe à genoux et éclate en sanglots. Plus tard, il écrit le nom d'Eun-tak sur un morceau de papier, puis se rend à l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois. Là, il brûle le papier, laissant les cendres s'envoler avec le vent. C'est sa bénédiction pour elle, et tout l'amour qu'il lui porte. À partir de ce jour, il attend longtemps, très longtemps, qu'il pleuve à nouveau, et en un clin d'œil, 30 ans s'écoulent. Le faucheur reçoit alors la dernière liste de défunts. Il sait qu'après avoir accueilli cet ultime âme, sa punition prendra fin, mais en ouvrant l'enveloppe, le faucheur éclate soudainement en sanglots. Il n'y a pas d'erreur, le nom
inscrit est celui de Sunny. Le bruit d'une porte qui s'ouvre retentit, Sunny entre dans la pièce. Après 30 ans de séparation, il se retrouve enfin. Le faucheur, d'un geste empreint d'émotion, glisse de nouveau la bague à son doigt. Avant de partir, Sunny aperçoit son frère à travers la fenêtre. Son visage s'illumine d'un sourire radieux. Le moment des adieux arrive. Le faucheur prend tendrement la main de Sunny sous le regard empreint de tristesse de Kim Shine. Ensemble, ils traversent la porte vers l'au-delà. Kim Shine, lui, se retrouve seul, arpentant les champs de fleurs de sarrasin. Comme toujours, il reste le dernier sur cette terre, abandonné par ceux qu'il aime. Le temps passe. Peut-être des années, peut-être des décennies. Un jour, alors qu'il marche sans but, il s'arrête net. Devant lui, il aperçoit les nouvelles vies de sa sœur et du faucheur, paisible et heureuse. Pour la première fois depuis bien longtemps, un sourire éclaire son visage. Ce jour-là, sous un soleil chaleureux, Kim Shine est assis seul près d'une tombe, plongé dans un livre. Soudain, une voix familière retentit. C'est elle, la réincarnation d'Untak se tient là, devant lui. Une fois de plus, le destin les réunit. Le ciel est clair, le temps est magnifique. Puissions-nous, nous aussi, trouver un peu de chaleur dans ce monde. Et voilà, c'était l'histoire complète du drama Gobelin. Merci d'avoir regardé notre vidéo. À bientôt et à la prochaine.